Chapitre 24. L'élimination des conceptions erronées. Même si notre travail est couronné des plus grands succès, nous n'avons aucune raison de nous en glorifier. On fait des progrès quand on est modeste, tandis que l'orgueil fait retomber en arrière. Gardons toujours cette vérité présente à l'esprit. Avec la victoire, certains états d'esprit peuvent se faire jour dans le parti. Orgueil, prétention d'être homme de mérite, inertie et répugnance à aller de l'avant, recherche des agréments de la vie et refus de mener encore une vie difficile. Avec la victoire, le peuple nous sera reconnaissant et la bourgeoisie viendra nous flatter. L'ennemi ne peut nous vaincre par la force des armes, ceci a été prouvé. Cependant, les flatteries de la bourgeoisie peuvent conquérir les volontés faibles dans nos rangs. Il peut y avoir de ces communistes que l'ennemi armé n'a pu vaincre, qui se conduisaient devant l'ennemi en héros dignes de ce nom, mais qui, incapables de résister aux balles enrobées de sucre, tomberont sous ces balles. Nous devons prévenir pareil état de choses. Beaucoup de choses peuvent devenir des charges, des fardeaux, si nous nous y attachons aveuglément et inconsciemment. Prenons quelques exemples. Si vous avez fait des fautes, peut-être avez-vous le sentiment que, de toute façon, elles vous resteront sur le dos, et vous voilà découragé. Si vous n'avez pas commis d'erreur, vous pouvez vous croire infaillible et en concevoir de la vanité. Le manque de succès dans le travail peut amener le pessimisme et l'abattement, tandis que la réussite peut susciter l'orgueil et l'arrogance. Un camarade qui n'a encore qu'une brève expérience de la lutte peut, de ce fait, se dérober aux responsabilités, tandis qu'un vétéran peut se buter à cause de son long passé de lutte. Le camarade ouvrier ou paysan, fier de son origine de classe, peut regarder de haut l'intellectuel, tandis que celui-ci, à cause des quelques connaissances qu'il possède, peut témoigner du dédain au camarade ouvrier ou paysan. Toute qualification professionnelle peut devenir un capital personnel, qui mène à l'arrogance et au mépris d'autrui. Même l'âge qu'on a peut être un motif de vanité. Les jeunes, se croyant intelligents et capables, mésestiment les vieux, et ceux-ci, parce qu'ils sont riches d'expérience, dédaignent les jeunes. Tout cela devient charge ou fardeau quand fait défaut la conscience critique. Certains camarades qui travaillent dans l'armée sont devenus arrogants et se conduisent d'une manière arbitraire à l'égard des soldats, du peuple, du gouvernement et du parti. Ils rendent responsables de tout ce qui ne va pas les camarades travaillant sur le plan local. Quant à eux, ils s'estiment au-dessus de tout reproche. Ils ne voient que leur succès et sont aveugles à leurs défauts. Ils n'aiment que les louanges et ne peuvent supporter aucune critique. L'armée doit s'employer sérieusement à vaincre ses défauts. Un dur travail est comme une charge placée devant nous et qui nous défie de la hisser sur nos épaules. Certaines charges sont légères, d'autres sont lourdes. Il y a des gens qui, préférant les charges légères aux lourdes, choisissent les légères et laissent les lourdes aux autres. Ce n'est pas une bonne attitude. D'autres camarades se comportent différemment. Ils laissent les avantages aux autres et portent eux-mêmes les lourdes charges. Ils sont les premiers à supporter les épreuves, les derniers à jouir du bien-être. Ce sont de bons camarades. Nous devons tous prendre exemple sur leur esprit communiste. Ils ne sont pas rares, les gens à qui manque le sens des responsabilités à l'égard du travail. Ils choisissent les tâches faciles et se dérobent aux besognes pénibles, laissant aux autres le fardeau le plus lourd et prenant la charge la plus légère. En toute chose, ils pensent d'abord à eux-mêmes et aux autres après. À peine ont-ils accompli quelque effort, craignant que les autres ne s'en soient pas aperçus, ils s'en vantent et s'enflent d'orgueil. Ils n'éprouvent point de sentiments chaleureux pour les camarades et le peuple. Ils n'ont à leur égard que froideur, indifférence, insensibilité. En vérité, ces gens ne sont pas des communistes, ou, du moins, ne peuvent être considérés comme de vrais communistes. L'esprit d'indépendance est souvent inséparable de la tendance à mettre son moi au premier plan. Ces tenants abordent fréquemment d'une manière incorrecte le problème des rapports entre l'individu et le parti. En parole, ils respectent, eux aussi, le parti, mais dans la pratique, ils mettent leur personne au premier plan et le parti au second. Dans quel but ces gens se mettent-ils en quatre? Ils recherchent les honneurs, une position, ils veulent paraître. Quand ils ont la charge d'un secteur de travail,
Ils réclament immédiatement leur indépendance. Dans ce but, ils séduisent les uns, écartent les autres, recourant à la flatterie et au racolage parmi les camarades. Ils transportent dans le parti communiste les mœurs viles des partis bourgeois. La malhonnêteté les perd. J'estime qu'il nous faut travailler avec honnêteté. Sinon, il est absolument impossible d'accomplir aucune tâche dans le monde. Les communistes doivent comprendre cette vérité. Il est indispensable de subordonner les besoins de la partie à ceux de l'ensemble. Si une proposition correspond seulement à une situation particulière, et non à la situation d'ensemble, il faut subordonner la partie au tout. Il en va de même dans le cas inverse. Si une proposition ne correspond pas à une situation particulière, mais à la situation d'ensemble, il faut également subordonner la partie au tout. Voilà ce que veut dire tenir compte de la situation d'ensemble. Le goût des plaisirs. Dans l'armée rouge, nombreux sont ceux chez qui l'individualisme se manifeste par le goût des plaisirs. Ils voudraient toujours que nos troupes se dirigent vers les grandes villes, non pour le travail, mais pour les plaisirs. Surtout, ils répugnent à travailler dans les régions rouges, où les conditions de vie sont difficiles. Il faut lutter contre les tendances particularistes qui consistent à ne tenir compte que des intérêts de son propre secteur en négligeant ceux des autres. Ceux qui restent indifférents devant les difficultés des autres, qui repoussent leurs demandes d'envoi de cadres ou ne leur en cèdent que de mauvais, considérant le champ du voisin comme leur déversoir, qui se désintéressent complètement des autres unités, régions ou départements, sont des particularistes. Ils ont entièrement perdu l'esprit communiste. Le refus de considérer les intérêts de l'ensemble, l'indifférence totale à l'égard des autres unités, régions ou départements, telles sont leurs caractéristiques. Il faut renforcer l'éducation de ces gens pour leur faire comprendre que ce sont là des tendances sectaires, qui, si on leur laissait libre cours, risqueraient de devenir très dangereuses. Le libéralisme se manifeste sous diverses formes. On sait très bien que quelqu'un est dans son tort, mais comme c'est une vieille connaissance, un compatriote, un camarade d'école, un ami intime, une personne aimée, un ancien collègue ou subordonné, on n'engage pas avec lui une discussion sur les principes et on laisse aller les choses par souci de maintenir la bonne entente et l'amitié. Ou bien, on ne fait qu'effleurer la matière au lieu d'aller au fond des choses, afin de rester en bon terme avec l'intéressé. Il en résulte qu'on fait du tort à la collectivité comme à celui-ci. C'est une première forme de libéralisme. On se livre, en privé, à des critiques irresponsables au lieu de s'employer à faire des suggestions à l'organisation. On ne dit rien aux gens en face. On fait des cancans derrière leur dos. On se tait à la réunion. On parle à tort et à travers après. On se moque du principe de la vie collective. On n'en fait qu'à sa tête. C'est une deuxième forme de libéralisme. On se désintéresse complètement de tout ce qui ne nous concerne pas. Même si l'on sait très bien ce qui ne va pas, on en parle le moins possible. On reste sagement à l'abri et on a pour seul souci de n'être pas pris soi-même en défaut. C'en est la troisième forme. On n'obéit pas aux ordres, on place ses opinions personnelles au-dessus de tout. On n'attend que des égards de l'organisation et on ne veut pas de sa discipline. C'en est la quatrième forme. Au lieu de réfuter, de combattre les opinions erronées dans l'intérêt de l'union, du progrès et du bon accomplissement du travail, on lance des attaques personnelles, on cherche querelle, on exhale son ressentiment, on cherche à se venger. C'en est la cinquième forme. On entend des opinions erronées sans élever d'objection. On laisse même passer des propos contre-révolutionnaires sans les signaler. On les prend avec calme, comme si de rien n'était. C'en est la sixième forme. On se trouve avec les masses, mais on ne fait pas de propagande, pas d'agitation. On ne prend pas la parole, on ne s'informe pas, on ne questionne pas. On ne prend pas à cœur le sort du peuple. On reste dans l'indifférence, oubliant qu'on est un communiste et non un simple particulier. C'en est la septième forme. On voit quelqu'un commettre des actes nuisibles aux intérêts des masses, mais on n'en est pas indigné, on ne l'en détourne pas, on ne l'en empêche pas, on n'entreprend pas de l'éclairer sur ce qu'il fait et on le laisse continuer. C'en est la huitième forme. On ne travaille pas sérieusement, mais pour la forme,
sans plan ni orientation, car bonze, je sonne les cloches au jour le jour. C'en est la 9e forme. On croit avoir rendu des services à la Révolution et on se donne des airs de vétéran. On est incapable de faire de grandes choses, mais on dédaigne les tâches mineures. On se relâche dans le travail et dans l'étude. C'en est la 10e forme. On a commis des erreurs. On s'en rend compte, mais on n'a pas envie de les corriger, faisant preuve ainsi de libéralisme envers soi-même. C'en est la 11e forme. Le libéralisme est extrêmement nuisible dans les collectivités révolutionnaires. C'est un corrosif qui ronge l'unité, relâche les liens de solidarité, engendre la passivité et amène les divergences d'opinion. Il prive les rangs de la Révolution d'une organisation solide et d'une discipline rigoureuse, empêche l'application intégrale de la politique et coupe les organisations du parti des masses populaires placées sous leur direction. C'est une tendance des plus pernicieuses. Les libéraux considèrent les principes du marxisme comme des dogmes abstraits. Ils approuvent le marxisme, mais ne sont pas disposés à le mettre en pratique ou à le mettre intégralement en pratique. Ils ne sont pas disposés à remplacer leur libéralisme par le marxisme. Ils ont fait provision de l'un comme de l'autre. Ils parlent du marxisme, mais pratiquent le libéralisme. Ils appliquent le premier aux autres, le second à eux-mêmes. Ils ont les deux articles et chacun a son usage. Telle est la façon de penser de certaines gens. L'État populaire protège le peuple. C'est seulement lorsque le peuple dispose d'un tel État qu'il peut, par des méthodes démocratiques, s'éduquer et se réformer à l'échelle nationale, et, avec la participation de tous, se débarrasser de l'influence des réactionnaires de l'intérieur et de l'étranger, influence très grande encore à l'heure actuelle, qui subsistera longtemps et ne pourra pas être détruite rapidement. Rejeter les habitudes et idées néfastes acquises dans l'ancienne société, éviter de se laisser entraîner dans une fausse direction par les réactionnaires et continuer à avancer vers la société socialiste et la société communiste. Il n'est pas difficile à un homme de faire quelques bonnes actions. Ce qui est difficile, c'est d'agir bien toute sa vie, sans jamais rien faire de mal. Mener un combat ardu pendant plusieurs dizaines d'années, comme durant une seule et même journée, et cela toujours dans l'intérêt des larges masses, des jeunes et de la Révolution, voilà ce qu'il y a de plus difficile.